El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. J'ai pas beaucoup de temps pour introduire cette discussion sur la situation en Iran. Du coup, je vais pas forcément revenir sur les faits. Je pense qu'on les a tous vus. La barbarie qui se déploie de l'impérialisme américain, qui se déploie au Moyen-Orient, en Iran, mais aussi en fait dans toute la région actuellement. Et pour cette présentation, je vais me concentrer sur trois questions. Premièrement, pourquoi cette guerre a lieu maintenant ? Deuxièmement, quelle issue et quelles conséquences ça va avoir sur la situation mondiale ? Et troisièmement, quelle est la position que doivent prendre les communistes par rapport à cette guerre-là ? Du coup, pour la première, pourquoi cette guerre ? Un premier point, c'est que cette situation n'a pas été inventée par Trump. En fait, depuis la révolution de 1979, les USA considèrent l'Iran comme leur ennemi. Avant la révolution, l'Iran était dirigé par une marionnette occidentale, le Shah, qui avait été imposé par les États-Unis et le Royaume-Uni après avoir renversé le premier ministre Mossadegh, parce qu'il voulait notamment nationaliser le pétrole. Et le Shah maintenait le pays dans une répression violente à travers aussi sa police politique. Et avec la révolution en 79, un nouveau régime, le régime des Mollahs, a pu, si on veut, quelque part un peu sortir l'Iran de la sphère d'influence anglo-américaine. Et depuis, à travers des sanctions économiques, les États-Unis ont mis des sanctions économiques sur l'Iran, qui en fait était le pays le plus sanctionné au monde jusqu'à être dépassé par la Russie au début de la guerre en Ukraine. Ces sanctions ont aussi été reprises d'ailleurs par les laquais européens des USA, et notamment par la Suisse aussi au début des années 2000. Et donc ça a été la tâche de chaque administration américaine, qu'elle soit démocrate, qu'elle soit républicaine, d'essayer de faire tomber le régime iranien et de remettre en place un régime pro-occidental. Et de manière contradictoire, cette politique américaine a poussé l'Iran à renforcer ses liens avec d'autres États, notamment avec la Chine. En 2000, la Chine représentait déjà 8% des importations en Iran. Aujourd'hui, elle compte pour 34%. 90% du pétrole iranien est acheté aujourd'hui par la Chine. Entre-temps, l'Iran s'est aussi rapproché de la Russie, notamment aussi au niveau de la coopération militaire. Et tout ça, ça montre une chose, c'est que les sanctions américaines n'ont pas réussi à mettre à genoux l'Iran et l'a forcer à revenir dans sa sphère d'influence. Et même pire que ça pour les États-Unis, pendant les 25 dernières années, l'Iran a pu se renforcer économiquement et créer des liens économiques avec des puissances montantes. Et Trump, maintenant, est l'expression, et sa stratégie aussi est l'expression du fait que l'impérialisme américain est dans une contradiction qu'il ne peut pas résoudre. D'un côté, il ne peut plus être hégémonique partout, mais de l'autre, il ne peut pas se permettre de laisser le champ libre dans plein de régions du monde, notamment au Moyen-Orient, à ses rivaux et notamment à la Chine. Et avec cette guerre en Iran qu'on voit actuellement, on voit aussi le caractère utopique de la politique de Trump et de la politique extérieure américaine actuellement. Il ne peut pas résoudre le déclin de l'impérialisme américain. Et il ne peut pas restabiliser le monde sous l'hégémonie américaine qu'on avait par le passé. Plus concrètement, maintenant, c'est difficile de se comprendre ce qui se passe dans la tête de Trump, non ? Sur la question de l'Iran comme sur toutes les autres. Mais en fait, on peut, pour essayer de comprendre pourquoi cette guerre arrive maintenant, regarder les pressions qui s'exercent sur lui. D'un côté, on a la colère des travailleurs aux États-Unis, parce qu'il n'a tenu aucune de ses promesses électorales. Le prix de l'alimentation n'a pas baissé, il n'a pas arrêté les guerres, et du coup, paradoxalement, ça le pousse à lancer des nouvelles guerres, si on veut. De l'autre, il y a aussi justement la pression de l'establishment américain, qu'on dit néoconservateur. Beaucoup de dirigeants américains se sont dit « Ah, on a affaibli l'Iran l'année dernière, il y a eu la guerre des 12 jours, il y a eu ces manifestations de masse contre le régime au début de l'année, c'est le moment où on peut enfin renverser ce régime-là », une pression qui venait aussi d'ailleurs de la classe dirigeante israélienne. Et donc Trump a dû aussi s'imaginer avoir enfin trouvé la solution magique. Comme au Venezuela, on arrive, on décapite le régime et on cherche quelqu'un au sein du régime, ou en dehors si nécessaire, qui serait disposé à se rapprocher des USA. Il s'est dit qu'une guerre rapide, ce serait un moyen de regagner des points dans l'opinion publique, que ce serait son héritage qui laisserait aux États-Unis d'avoir enfin mis fin à la rivalité, si on veut, avec l'Iran. Mais un élément qu'il a oublié qui est central, c'est que les Iraniens, oui, détestent le régime des Mollahs, mais ils détestent encore plus les États-Unis, et une campagne de bombardement n'allait pas forcément les faire aimer plus les États-Unis qu'auparavant, non. Et l'autre élément important qu'il a dû oublier, c'est que l'Iran n'est pas le Venezuela, c'est un pays beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant aussi économiquement et militairement, et on le voit avec la mort
de l'ayatollah Khamenei tué par les États-Unis que ça n'a pas causé de cassure dans le régime. Son successeur a été nommé et le régime aussi reste uni et n'a pas été déstabilisé. Ce qui nous amène à la deuxième question, quelle issue on peut attendre à cette guerre, quelles conséquences aussi on peut attendre sur la situation mondiale. Le premier point, c'est qu'on voit face à nous que le plan de Trump, comme je disais, ne fonctionne pas et est en train de se transformer en catastrophe pour les États-Unis. Et plus que ça, on est en train de voir que probablement, en fait, il n'y avait pas de plan de la part des Américains pour une guerre qui continue plus que quelques jours. Cette dernière semaine, je pense Trump a annoncé 3 fois avoir gagné la guerre et après a aussi réagi à chaque annonce des Iraniens en disant « Mais non, vous n'avez encore rien vu de ce qu'on va au niveau du massacre qu'on est capable de faire. » Genre, ouais, est-ce que tu as gagné? Est-ce que tu vas augmenter la pression? C'est pas clair. Mais clairement, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il est en train de chercher une manière de présenter la situation en Iran comme une victoire pour pouvoir mettre fin à ça. Mais ce qui se profile, c'est qu'il va devoir retirer les troupes et repartir la queue dans les jambes, ce qui serait une catastrophe en fait pour l'impérialisme américain. La guerre, maintenant que c'est exclu qu'une guerre rapide ait lieu, elle s'est essentiellement transformée en guerre d'attrition entre les USA et l'Iran, donc qui sait qui va tenir le plus longtemps. Et dans ce domaine, en fait, le temps n'est pas du tout du côté des États-Unis. Plus la guerre se prolonge, plus ils sont sous pression, et ça, je pense, dans 4 domaines centraux qu'on doit regarder. Premièrement, ils sont sous pression au niveau de leur stock d'armes. Deuxièmement, de leur domination et de leurs alliances, en fait, avec des pays au Moyen-Orient. Troisièmement, pour la crise énergétique et la crise économique mondiale que la guerre provoque. Et quatrièmement, la colère et la fatigue de guerre des travailleurs aux États-Unis et en Occident en général. En fait, si on veut, l'Iran a rien d'autre à faire que de tenir et attendre que les États-Unis montrent leurs limites. Et plus la guerre se prolonge, plus elle devient une catastrophe pour les États-Unis. Du coup, d'abord sur les stocks d'armes, cette guerre coûte extrêmement cher, immensément cher aux États-Unis. Pour faire la comparaison, genre les Iraniens se battent avec des drones qui coûtent 30 000, je pense, dollars pièce, et pour contrer ça, les Américains doivent lancer des missiles à 4 millions pièces, donc dans un rapport de 200, je pense, bref, quelque chose comme ça. Et ça a fait amener un commentateur à dire que c'est comme genre lancer des Ferrari pour arrêter des vélos. Ce qui est un peu plus loin la même proportion, je pense. Et en fait, rien que les 6 premiers jours de la guerre, ça a été calculé qu'ils ont coûté 11 milliards de dollars aux États-Unis. Et malgré ce que dit Trump, les USA, en fait, n'ont pas une réserve infinie de missiles. Selon le Financial Times, en fait, déjà des années de stock ont été cramées dans cette guerre, de stock de missiles. Et l'industrie, le complexe militaro-industriel américain n'arrive pas à fournir des remplacements en quantité suffisante. Un exemple, c'est les missiles Tomahawk. L'armée américaine a réussi à en obtenir seulement 320 sur les 5 dernières années, et on a déjà utilisé 160 dans les 4 premiers jours de la guerre. Donc on voit vraiment on voit aussi une forme d'affaiblissement militaire américain qui montre aussi une crise du complexe militaro-industriel américain qui en fait pendant des décennies profite de sa position de monopole pour juste engranger de l'argent en vendant des armes très très chères et en fait a petit à petit perdu la capacité de produire suffisamment et de comme ça maintenir aussi la puissance militaire américaine. Sur la question des alliés au Moyen-Orient, les alliés des États-Unis qui actuellement sont le plus sous pression, c'est les pays du Golfe, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, le Bahreïn, tout ça. Pourquoi ? Parce que ces pays, surtout les petits États du Golfe, se présentaient un peu comme des oasis safe au milieu du chaos du Moyen-Orient pour les investissements. Non, viens à Dubaï, il y a plein d'investissements, il y a plein d'affaires à faire. Mais ce que les frappes de l'Iran sur ces pays-là montrent, c'est que c'était une utopie de penser qu'ils étaient protégés là où ils étaient. Et de l'autre côté, ça montre aussi que les Américains ne sont pas capables de défendre les États du Golfe. Il y a déjà eu des morts dans ces pays-là, des antennes qui ont été mises hors de fonctionnement, les infrastructures de production pétrolière et gazière qui sont largement à l'arrêt et certains éléments détruits. Les ports, les grands aéroports du Golfe sont à l'arrêt. Je pense rien que ce matin, un port majeur des Émirats arabes unis a été touché par les tirs iraniens. Le quartier d'affaires de Dubaï aussi, justement, ont été touchés.
Et pendant ce temps, on voit aussi ce mouvement des États-Unis qui retirent leur personnel diplomatique de ces pays, retiennent les livraisons d'armes. Genre, de plus en plus, avec la guerre actuelle, les dirigeants des États du Golfe doivent se dire que le calcul de se soumettre aux USA, d'accepter leur base militaire pour espérer pour obtenir une défense de leur part, était en fait pas un si bon calcul parce que ça en a fait des cibles de l'Iran. Parce que la stratégie de l'Iran est justement de aussi tirer sur ces pays-là pour casser les alliances que les États-Unis ont avec les pays du Golfe et le rôle comme de poste avancé qu'ils peuvent jouer. Voilà, tranquille. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, et du coup, ça peut, en fait, en bout de course, remettre, ou ça va remettre en question la volonté de ces pays-là de maintenir des bases américaines, de maintenir une alliance avec les États-Unis. Et de manière générale, on voit que le grip que pouvaient avoir les États-Unis sur la région est largement a tendance à se relâcher et ils ne peuvent pas le tenir. En plus, on voit une augmentation des tensions dans tous les pays du Golfe. Par exemple, au Bahreïn, la population qui est majoritairement chiite et qui sympathise du coup avec les Iraniens est descendue en masse dans les rues contre sa classe dirigeante et contre l'impérialisme américain. Ce qui fait que, ironiquement, le premier changement de régime qui pourrait avoir lieu dans cette intervention américaine, c'est le régime du Bahreïn qui tombe, ce qui n'était pas prévu. Ouais. Et donc, cette guerre tourne à la catastrophe pour les intérêts et les alliances des États-Unis dans la région. Mais ça ne s'arrête pas au Moyen-Orient, non, la guerre a déjà des impacts immenses et durables sur l'économie mondiale. Et là, les États-Unis vont aussi en souffrir, et aussi l'Europe avec elle, où je ne vais pas forcément trop parler de l'Europe, mais quelqu'un peut aussi revenir dessus ensuite dans la discussion. Du coup, le point central pour la question de l'économie mondiale, c'est cette question du détroit d'Ormuz, qui est fermé. Le détroit au sud du Yémen aussi, qui donne sur le canal de Suez, est menacé par les milices houthis qui sont alliés de l'Iran. Et c'est un canal, le détroit d'Ormuz, c'est un passage où 30% du pétrole mondial passe. Ça a fait aussi avec la guerre que, comme je disais, les infrastructures pétrolières sont largement à l'arrêt. La production de pétrole en Irak, typiquement, a baissé de 70%. La plus grande raffinerie de pétrole au monde, qui est en Arabie Saoudite, est à l'arrêt. Qatar Energy, qui produit du gaz naturel liquéfié, je pense que ça s'appelle, a cassé en fait tous les contrats de livraison qu'ils devaient faire dans les prochains mois en invoquant simplement la force majeure, le fait qu'ils n'avaient pas prévu qu'il y aurait une guerre. Et ça a fait exploser les prix du pétrole. Ça change, c'est très volatile, ça change beaucoup. Du coup, je ne sais pas où ça en est maintenant, mais c'était au-dessus des $100, je pense, ce matin. Ceux du gaz aussi ont beaucoup augmenté, notamment en Europe. Et un point qui est important là, c'est que malgré les annonces d'ouverture record de stock de sécurité du pétrole par les pays occidentaux, le prix a continué à monter et la situation sur le marché de l'énergie est tellement grande que les USA ont dû lever certaines sanctions contre le pétrole russe pour pouvoir permettre à ce pétrole d'alimenter le marché. Ça remontre encore une fois ces limites de l'impérialisme américain qui ne peut pas juste tenir le coup sur tous les terrains en même temps. Mais cette ouverture-là a aussi eu pas de grands effets. Un autre élément important, c'est la production de fertilisants pour l'agriculture, où justement le détroit d'Ormuz joue aussi un rôle important de transport. Alors, je ne suis pas un grand expert en fertilisants, mais sachez que 45% des exportations de soufre, qui est un élément important, passent typiquement par le détroit d'Ormuz. Et sans fertilisants, dans certains cas, la production d'une exploitation agricole peut baisser de 50% à la première récolte, ce qui fait que certains experts prévoient des augmentations des prix du pain dans 6 à 10 semaines, des œufs dans quelques mois et de la viande dans 6 mois. Donc on voit aussi une augmentation de l'insécurité alimentaire globale et relativement durable, mais aussi de manière générale, les conséquences de cette guerre vont être de longue durée sur l'économie mondiale. Parce que aussi la production de pétrole, la production d'énergie qui après touche toute l'économie, c'est pas un robinet qu'on peut juste ouvrir ou fermer. Typiquement, le Qatar dit que pour relancer la production de gaz qui a été mise à l'arrêt, ça prendrait au moins 1 mois après la fin du conflit pour le faire. Et donc on est face à une augmentation durable des prix de l'énergie qui vont causer aussi une reprise de l'inflation et qui le cause déjà, en particulier en Europe qui est très dépendante du pétrole qui passe par le détroit d'Ormuz. Et c'est pas juste une question du prix de l'essence qu'on met dans nos voitures, mais en fait juste le transport, la production, tout coûte plus cher et donc tout augmente. Et donc on risque une situation de stagflation, donc une situation où on aurait une inflation
des prix, à cause des prix de l'énergie, mais qui se combinerait aussi avec une stagnation économique. À cette guerre et ses conséquences financières directes, en fait, arrivent aussi dans une situation où l'économie mondiale est déjà extrêmement instable, extrêmement fragile. Et du coup pourrait jouer un rôle de catalyseur en fait sur d'autres crises financières en cours. Vous avez pu voir que toutes les bourses, surtout en Europe et en Asie, sont devenues très instables à cause de la guerre. Pourquoi ? Parce qu'aussi il y a une peur que ça provoque un éclatement de la bulle de l'IA, de la bulle du crédit privé aux États-Unis, de toutes ces bulles, de toutes ces bombes nucléaires, en fait, si on veut, qui existent déjà dans l'économie mondiale. Et du coup, une crise de l'ampleur, ou plus grande que celle de 2008, existe, enfin le potentiel pour ça existe en ce moment. Et à la fin, quelle que soit l'ampleur de la crise, ce sera à la classe ouvrière de la payer. Ce qui nous permet justement de passer au quatrième point, la question de la lutte des classes aux États-Unis et généralement de la lutte en Occident. Aux États-Unis, cette guerre est déjà largement impopulaire. 6 Américains sur 10 sont contre cette attaque avant même qu'elle ait commencé. Peut-être vous avez entendu ces anecdotes qui sont quand même un peu marrantes, celle du hashtag #SendBarron, ça vous parle ? Vous connaissez Barron Trump, c'est le fils de Donald Trump. Et du coup, il y a beaucoup de gens sur Twitter qui ont commencé à dire bon, si Trump il veut faire la guerre au Moyen-Orient, il a qu'à envoyer son fils au lieu d'envoyer nos fils à nous. Et ça montre un peu, c'est un élément qui montre le fait que les Américains, les travailleurs américains en ont marre de ces guerres infinies dans lesquelles leur impérialisme les emmène et desquelles ils tirent aucun bénéfice. Et même chez les électeurs républicains, seulement 55% étaient pour la guerre au début, donc dans le propre parti de Donald Trump, mais même 42% des électeurs républicains disaient qu'ils reconsidéreraient leur soutien à la guerre en cas de mort de soldats américains, ce qui depuis est arrivé. Il y a même eu un avion de transport de soldats qui s'est écrasé, plus ou moins par lui-même, et qui a fait, je pense, 5-6 morts parmi les soldats américains. Et cette guerre, et le fait que les gens n'en veulent pas, ça arrive dans une situation où la pression de la crise sur la classe ouvrière aux États-Unis est très forte et crée en fait déjà une situation de beaucoup de colère. La dernière année, 1 million d'emplois ont été coupés aux États-Unis. Et avec cette guerre, mais aussi avec son discours en général, Trump apparaît de plus en plus comme un membre de l'establishment détesté qu'il disait combattre. Il a dit qu'il allait faire baisser le coût de la vie. Ça n'a pas été le cas. Maintenant, ses actions vont faire augmenter le coût de la vie et de l'alimentation. Il a dit qu'il allait sortir les États-Unis des guerres éternelles. Maintenant, il en provoque des nouvelles sans en avoir arrêté aucune. Et à ça s'ajoute aussi dernièrement la question des dossiers Epstein, où il avait fait de ça un élément important de sa campagne. Mais maintenant, il essaie de retenir la sortie le plus possible, ce qu'il fait apparaître aussi comme un membre, il est littéralement dedans, mais comme faisant partie aussi de cette classe-là. Et de plus en plus maintenant, vu qu'il n'a rien à offrir, il parle de comment l'économie est super, comment les États-Unis n'ont jamais été mieux, et de plus en plus, en fait, son discours ressemble à celui des démocrates pendant les élections qui disaient il n'y a pas besoin de « Make America Great Again » parce que America is already great. Et c'est un peu ça, il est tout le temps en train de dire « Ah oui, mais la bourse, le Dow Jones, c'est au-dessus de 50 000, c'est super, vous vous rendez pas compte à quel point j'ai changé la situation, c'est trop bien. » Et du coup, vraiment, en fait, il commence à avoir ce même discours qui était le discours que les Américains détestaient chez les démocrates et qui les ont rendus tellement impopulaires. Et donc, un élément en fait, central de la guerre en Iran, mais de toute la situation mondiale, en fait, se trouve aux États-Unis. On a déjà vu, aux États-Unis, et donc dans les mains, si on veut, de la classe ouvrière aux États-Unis, on a déjà vu le mouvement contre ICE à Minneapolis qui était extrêmement inspirant. L'année dernière ou l'année d'avant, je ne sais plus, on a eu ces occupations aussi des universités pour la Palestine. Et aujourd'hui, on a quelques petites manifestations qui ont lieu contre la guerre en Iran, mais le potentiel d'une explosion d'un mouvement de masse contre la guerre et contre, généralement, la politique de Trump et même contre, en fait, toute la classe dirigeante, toute la classe des Epstein est implicite dans la situation et pourrait arriver à n'importe quel moment, surtout si Trump doit aussi se retirer ou prolonger la guerre sans rien obtenir, parce que c'est vraiment dépenser des milliards pour rien d'autre que la destruction. Les gens commencent à se dire, mais on nous dit tout le temps qu'il n'y a pas assez d'argent pour nous fournir de la santé publique, une assurance de santé publique, mais là, d'un coup, il y a des milliards à mettre dans le fait d'essayer de raser un autre pays. Et un tel mouvement unirait tous les travailleurs américains
en colère contre Trump, contre l'establishment, et pourrait même en fait mener à sa fin à lui. Ce qui nous amène à la dernière question, c'est quoi, quelle position les communistes doivent prendre? Comme je disais, j'ai pas beaucoup parlé de l'Europe, mais on voit aussi l'hypocrisie écœurante de nos classes dirigeantes européennes, qui se défendent en disant que c'est super, maintenant on espère enfin la libération du peuple iranien. C'est ces mêmes gouvernements, ces mêmes classes dirigeantes, dont notre classe dirigeante en Suisse, qui ont soutenu les États-Unis, qui ont appliqué des sanctions, qui ont étouffé le peuple iranien, et qui maintenant, pour défendre leur propre profit, viennent se coucher devant Trump, viennent lui lécher les bottes, finalement, quelles que soient les conséquences humaines pour les Iraniens, et en plus essayent de le vendre comme quelque chose de progressiste à leur propre classe ouvrière. Et pire que ça, en Suisse, le parti traditionnel de la gauche en Suisse, le PS, est scandaleusement, je pense, tombé en fait dans ce même discours, où la première réaction du président du PS, ça a été de dire que maintenant, on peut commencer à avoir l'espoir que le peuple iranien soit libre. Mais que nous, en tant que communistes, on doit être clair. Attendez, j'en suis où ? Notre position, c'est bas les pattes de l'Iran, à bas l'impérialisme américain. Ça ne veut pas dire qu'on soutient le régime des mollahs, évidemment, mais un premier point, c'est qu'aucun de ces régimes réactionnaires du Moyen-Orient n'existerait sans les interventions d'abord britanniques, puis américaines depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et même avant, qui ont dessiné des frontières coloniales qui n'ont aucun sens, qui ont fomenté les divisions pour mieux régner, pour pratiquer le diviser pour mieux régner comme ça, qui ont créé en fait cette situation au Moyen-Orient. Et aussi, je pense qu'on doit être clair, sur la base actuelle de la guerre impérialiste, rien de progressiste ne peut sortir pour les masses iraniennes de cette guerre. Si les États-Unis arrivent à changer le régime, ce qui est hautement improbable, ce serait un retour aux années 50 sous le Shah, avec une domination complète des Iraniens par l'impérialisme, l'écrasement de toute divergence, dissension politique, le retour de la police politique, tout ça, ce serait absolument pas une démocratie de quoi que ce soit. Et d'ailleurs, en fait, plus personne aujourd'hui ne prétend que c'est pour la démocratie que cette intervention a lieu. Mais surtout, si les États-Unis aujourd'hui réussissent à renverser le régime, un scénario probable, ce serait plutôt celui d'un effondrement en fait de l'État iranien, du régime central, et la division du pays, que toutes les contradictions internes à l'Iran remontent à la surface, et on se retrouve avec un scénario de guerre civile comme en Libye, qui serait une catastrophe pour plusieurs années, plusieurs décennies pour la population iranienne. De l'autre côté, si l'Iran sort vainqueur de la guerre, le régime des mollahs sera renforcé et pourra comme se maintenir au pouvoir, continuer à opprimer la population avec l'unité en fomentant comme ça l'unité nationale. Aujourd'hui, la seule force qui peut renverser les mollahs et instaurer un régime qui soit réellement favorable aux masses, en fait, c'est les masses iraniennes elles-mêmes, avec la classe ouvrière à l'avant-garde. Et c'est pas quelque chose de purement... on aura du temps après pour la discussion. C'est pas quelque chose de purement abstrait. Ce que je dis, c'est que c'est des choses qu'on a déjà vues. En 2022, il y avait un incroyable mouvement des masses iraniennes après la mort au Kurdistan de Mahsa Amini, qui a été tué par la police, je pense, qui a montré que les masses iraniennes peuvent lutter, sont prêtes à lutter, et sont aussi prêtes, en grande partie, à renverser le régime. Et donc nous, avec l'ICR, avec l'Internationale communiste révolutionnaire, on a la tâche d'organiser la couche la plus avancée des jeunes Iraniens dans un parti communiste révolutionnaire qui puisse donner une direction à ce mouvement et amener au renversement du régime des mollahs. Mais nous, communistes en Occident, on a aussi un rôle central à jouer. En ce moment, de nouveau, c'est l'impérialisme américain, c'est ses soutiens en Europe qui sont le plus grand frein à l'organisation révolutionnaire des masses iraniennes. Comme je le disais, un facteur important de la guerre, c'est la fatigue de guerre et la colère des travailleurs américains, qui pourrait amener au renversement de Trump et mettre fin à l'intervention impérialiste. Mais en soi, renverser Trump, ça ne met pas fin en soi à l'impérialisme américain, non ? L'impérialisme américain, quelle que soit l'administration, va essayer de maintenir sa domination sur le monde, avec tous les morts que ça implique si nécessaire. Et donc, un grand mouvement contre la guerre aux États-Unis et en Occident ne peut être que le premier pas vers un renversement de la classe dirigeante impérialiste, renverser notre propre impérialisme ici, chez nous, en renversant la classe dirigeante.
Qu'est-ce que je voulais encore ajouter ? Ouais, parce qu'on l'a vu aussi, la dernière fois qu'il y a eu un grand mouvement révolutionnaire au Moyen-Orient et dans le monde arabe en général, genre pendant le printemps arabe, les impérialistes occidentaux étaient prêts à tout pour dérailler les révolutions dans les différents pays, de nouveau soutenir des groupes islamistes, propager le sectarisme, tout faire. Et on l'a vu aussi récemment en Syrie, comment un ancien dirigeant de l'État islamique a brusquement été renommé l'opposition démocratique parce qu'il pouvait genre, devenir le relais des intérêts de l'impérialisme occidental au Moyen-Orient. Non, le vrai ennemi de l'impérialisme occidental, c'est jamais les mollahs, c'est jamais les régimes de ces pays, mais le vrai ennemi, c'est la classe dirigeante ouvrière de ces pays-là et la classe ouvrière de leur propre pays. Et donc, à notre slogan « Bas les pattes de l'Iran », on doit ajouter un deuxième slogan, c'est « L'ennemi principal est dans notre propre pays ». Et donc, on doit, nous, en tant que communistes, faire le lien entre renverser l'impérialisme et mettre fin au capitalisme. Je passe fini. Ça veut dire renverser le capitalisme, ça veut dire exproprier les grandes entreprises, abolir la propriété privée de la minorité dirigeante parasitaire qui dirige le monde et qui est prêt à tout pour défendre ses profits. Pendant une longue période, on a vu que l'impérialisme américain se cachait derrière l'ONU, derrière ces institutions internationales pour mener sa politique impérialiste. Et il y a toute une couche de la gauche réformiste qui a eu l'illusion que c'était possible d'avoir le capitalisme sans le pire de ce que l'impérialisme produit, sans la guerre, sans la domination coloniale, tout ça. Mais aujourd'hui, on voit clairement que tant qu'il y a une minorité, une classe dirigeante minoritaire qui est propriétaire des moyens de production, il y aura de la concurrence entre les États-nations qui les représentent. Et tant qu'il y aura une concurrence entre ces États-nations, les plus forts vont utiliser la force pour imposer leurs intérêts aux autres. Et donc la coexistence pacifique n'est pas possible dans le capitalisme, et encore moins dans un temps de crise comme le temps actuel. Et plus que ça, la période actuelle est celle de l'augmentation des crimes impérialistes partout dans le monde à cause du déclin relatif de l'impérialisme américain. Et donc on doit construire partout dans le monde des partis qui peuvent guider le mouvement de la classe ouvrière contre la guerre, contre l'impérialisme, vers l'expropriation du capitalisme, vers la mise de l'économie sous le contrôle démocratique de la classe ouvrière. Et c'est comme ça qu'on peut construire un monde où les peuples peuvent réellement vivre en paix, parce qu'il n'y aurait plus de lutte pour les ressources, plus de lutte pour les profits, mais ce serait remplacé par une planification de l'économie au niveau mondial pour remplir les besoins de chacun. C'est à toi. Ok, alors du coup, juste quelques mots sur la question kurde. Effectivement, depuis le début de l'agression impérialiste américaine, il y a eu des machinations d'Israël et des États-Unis pour essayer de faire, au lieu d'envoyer leurs propres soldats se battre en Iran, d'utiliser des groupes armés du Kurdistan irakien pour faire la guerre en Iran. Donc peut-être pour clarifier, en tant que marxiste, on est bien sûr pour le droit à l'autodétermination des peuples en général et des Kurdes qui sont le plus grand peuple sans État, divisé entre la Turquie, l'Iran, la Syrie, l'Irak. Mais par contre, on ne peut pas ne pas dénoncer le rôle réactionnaire du nationalisme quand il devient juste un outil pour les impérialistes. En fait, les grandes puissances, elles ont besoin de diviser pour régner. Elles ont besoin, en fait, au Moyen-Orient, depuis en fait que le Moyen-Orient a été partagé entre la France et l'Angleterre avec les accords de Sykes-Picot au début du XXe siècle, de pays où il y a différentes minorités nationales qui sont montées les unes contre les autres. Donc par exemple en Syrie, c'était Druzes, Kurdes, Sunnites, etc. En Iran, ils voudraient, c'est le plan en fait d'Israël maintenant. Ils aimeraient diviser le pays pour qu'il n'y ait pas d'autres puissances au Moyen-Orient qui puissent s'opposer à leur domination. Mais en fait, c'est pas sûr que ce plan se matérialise, même si évidemment c'est ce qu'aimeraient les impérialistes, parce qu'on voit que ces dernières années, dans les luttes contre le régime en Iran, en général, les jeunes et les travailleurs kurdes étaient coude à coude avec les jeunes iraniens. Donc là maintenant, quand il y a cette tentative de les utiliser de manière éhontée par Israël, c'est pas sûr que ça marche. Mais en tout cas, il y a une fois où les impérialistes ont réussi à faire ça, c'était en Syrie. En fait, les Kurdes
avaient, pour défendre leur révolution, ils s'étaient dit de manière pragmatique, on va s'allier avec l'impérialisme américain. En fait, c'est plutôt eux qui ont été utilisés par l'impérialisme américain que l'inverse. Donc pour l'impérialisme américain, la question c'était de se débarrasser de l'État islamique. C'est les Kurdes qui ont fait la plupart du combat. Et puis maintenant, 10 ans plus tard, après qu'il y ait des dizaines de milliers de combattants, de combattantes kurdes qui étaient un peu une lueur d'espoir pour la région, qui sont morts, ils sont totalement lâchés par les États-Unis en Syrie, qui soutiennent le régime d'Al-Shara. Donc la leçon à tirer en général, c'est que en fait, c'est pas pragmatique, c'est pas rationnel de se dire on va s'allier à une grande puissance impérialiste parce qu'ils vont nous donner des armes. En vérité, on va juste être utilisé. J'ai fini ? Plus que 2 minutes. Ouais, c'est bon. C'est bon, là, j'ai fini. Hein. Vas-y. En vérité, ce qui se passe, c'est que dès que les impérialistes ont plus besoin de telle ou telle minorité nationale, ils les lâchent. Et c'est déjà arrivé du coup aux Kurdes en Syrie. Mais il y a un autre exemple juste à côté de l'Iran. En Irak, quand les États-Unis avaient essayé d'envahir l'Irak, quelques années avant, ils avaient encouragé les minorités kurdes à se soulever contre le régime de Saddam Hussein, mais ils les ont pas vraiment soutenus. Et en fait, ils se sont juste fait massacrer et ils ont dû fuir vers l'Iran, vers la Turquie. Ils se sont fait massacrer avec des armes chimiques notamment, mais pas des armes de destruction massive. Du coup, la leçon, c'est que on ne doit pas faire confiance aux impérialistes, mais de l'autre côté, à qui on peut faire confiance ? À la classe ouvrière des autres pays. Comme on le disait, si nous, les travailleurs en Occident, aux États-Unis ou en Europe, on lutte contre notre classe dominante, on lui donne moins de marge de manœuvre pour faire cette guerre, ça pourrait vraiment sauver des milliers de vies dans le Moyen-Orient et créer une meilleure base pour des révolutions dans la région. Voilà, je pense que c'est ce qu'on devrait dire. Comptons sur l'internationalisme prolétarien et ne comptons pas sur les impérialistes pour aider la libération des peuples. Merci. D'abord, un petit point sur la discussion qui est en cours. Nous, on ne dit certainement pas qu'on devrait s'allier avec les dirigeants du mouvement MAGA. Ça, c'est des gens archi-réactionnaires, anti-travailleurs, anti-minorités. On n'a absolument rien du tout en commun avec ces gens, non ? Mais ce que nous disons, c'est que certes, dans les gens qui ont voté pour Trump, il y a beaucoup de personnes qui ont des préjugés, mais la raison principale pour laquelle ils ont voté pour Trump, c'est des raisons essentiellement de vie, de leur déclin économique majeur qui a eu lieu aux États-Unis durant les années passées, les décennies passées, un déclin massif avec des multiples personnes qui travaillent 2 jobs, 3 jobs, des millions de gens qui vivent dans des tentes. Ça, c'est des raisons, et tous les sondages le montrent, que des raisons comme l'immigration sont toujours assez secondaires, non ? Et ce qu'on dit aussi, c'est que Trump, il s'appuie sur cette colère, il les canalise contre les différentes minorités, mais on dit aussi que Trump doit les décevoir précisément parce que c'est un bourgeois, parce que c'est un capitaliste. Il ne peut pas améliorer les conditions de vie des gens. Il va les décevoir et en fait, comme Charles l'a bien montré, il est déjà en train de les décevoir parce qu'il ne peut pas calmer l'inflation, il ne peut pas améliorer les conditions de vie, non ? Et donc, du coup, de plus en plus que les gens vont être déçus par la politique de Trump, de plus en plus, ils vont chercher une autre option, une autre politique et qui va pouvoir répondre à leurs besoins. Et tôt ou tard, ils vont se tourner à gauche pour voir s'il y a quelque chose. Et ce qu'on dit aussi, c'est s'il y avait une vraie alternative de gauche, une vraie alternative, si on veut, révolutionnaire, qui pointe très clairement qui sont les coupables. Ce n'est pas les immigrés qui sont responsables de vos problèmes économiques, ce n'est pas les immigrés qui vous volent les jobs et les appartements, mais c'est les capitalistes, c'est leur politique, c'est eux qui se raflent toutes les richesses de ces pays. Avec une telle politique claire, on pourrait trancher, on pourrait couper très bien
à travers cette polarisation et cette division qui règne au sein de la classe ouvrière. Et on dit aussi que c'est essentiellement dans la lutte commune pour des intérêts communs que les travailleurs et les travailleuses vont remarquer qu'ils ont des intérêts fondamentalement communs, comme ça a été montré aussi à Minneapolis. Qu'est-ce qui était Minneapolis? C'était une grève générale politique en défense de mes travailleurs, de mes collègues travailleurs immigrés. Ça, c'était un mouvement de... Encore toi? Ouais. D'accord, super. Ça, c'était le caractère de Minneapolis. Ça, c'est le chemin vers l'avant où ça a résonné à travers tout le pays. Et c'est seulement le début. Minneapolis, c'est vraiment seulement le début d'un grand processus de radicalisation, de lutte de masse aux États-Unis. Mais j'aimerais bien répondre encore à une deuxième question. Qu'est-ce qu'on peut, ce qui était très importante, qu'est-ce qu'on peut faire ici en Europe? On soutient des masses aux États-Unis qui s'opposent à leur impérialisme, mais aussi en soutien aux masses iraniennes, non? Et notre réponse, c'est on doit combattre l'impérialisme ici, chez nous, en Europe et en Suisse. Mais pour ça, on doit comprendre qu'est-ce qui se passe, quelle est la position des dirigeants et de la lutte de classe ici en Europe. Et en Europe, on voit clairement que les dirigeants européens se sont rangés intégralement derrière les impérialistes américains et israéliens dans leur guerre. Non? Sur le plan idéologique, ils appellent constamment ils lancent des appels constants à l'Iran d'arrêter la guerre, de se restreindre. Non? C'est une hypocrisie mais phénoménale, c'est un double langage pas possible. Non? Après dire aux pays attaqués de se restreindre, c'est genre après avoir justifié la campagne génocidaire de l'impérialisme israélien précisément à travers l'excuse du droit à l'autodéfense. C'est absolument scandaleux, non? Et les impérialistes européens, ils soutiennent la guerre des États-Unis aussi militairement. La Grande-Bretagne y participe activement. L'Allemagne fournit en fait la base militaire principale à travers desquelles les avions de chasse américains sont lancés. C'est depuis l'Allemagne que tout... Et la France, non, Macron, cette semaine, je crois, il a envoyé son petit bijou le porte-avions Charles de Gaulle. Oui, ouais, non, avec 2005. Donc les États-Unis, ils sont vraiment en train d'être tirés dans cette guerre. Et un autre effet que ça a aussi, c'est que ça renforce massivement la crise économique qui règne déjà en Europe. Non, on voit une désindustrialisation massive déjà en Europe, une crise économique massive, et ça s'accélère maintenant encore plus avec cette guerre. Les prix de l'énergie sont en train de grimper beaucoup, et aussi les pressions inflationnistes sont super dangereuses en Europe par rapport à la dette qui est gigantesque en Europe. Non? Les différents pays européens ont des dettes massives qui est le résultat de leur politique de crise des années précédentes. Et si l'inflation monte, ils vont tôt ou tard devoir augmenter les taux d'intérêt, ce qui renforce encore plus les dettes, ce qui agrandit les dettes encore plus. Donc, ce qu'il faut, encore plus d'attaques d'austérité contre les classes ouvrières en Europe. Et mais c'est pour ça que je dirais l'effet principal que cette guerre va avoir en Europe, c'est un effet social, c'est un accélérateur massif de la dynamique de la lutte de classe en Europe, avec des gouvernements qui sont détestés, profondément détestés. Non, Merz, il est détesté, Starmer, Macron, c'est le président le plus détesté. Non? Et ces gouvernements lancent maintenant une guerre que personne ne veut en Europe. En Europe, les masses se sont mobilisées. Nicolas l'a très bien dit. En Italie, avec une grève politique contre la guerre en Palestine déjà, en Espagne. Et d'ailleurs, si j'ai encore 30 secondes, je vais répondre à la question sur... 30 secondes. Ouais, c'est vrai? Okay. Et je dirais aussi que cette peur d'une réaction d'en bas, d'une mobilisation d'en bas, ça c'est la raison principale pour le comportement du gouvernement espagnol, non?
C'est une peur de cette explosion sociale. Le gouvernement de Sanchez lui-même, il a soutenu l'Israël pendant 3 ans dans sa guerre génocidaire. Il a permis aux États-Unis, pendant tous les mois précédents, de faire leur préparation sur les bases militaires des États-Unis en Espagne, non? Et la colère, elle bouillonne. Et l'Espagne, c'est aussi un pays où le mouvement ouvrier, il a une tradition anti-guerre très, très profonde. Par exemple, en 2003, lors de la guerre en Irak, il y avait une mobilisation de masse de 6 millions de personnes, je crois, jusqu'à un moment en Espagne, et qui a, à certains moments, presque pris un caractère insurrectionnel. Donc, c'est ça qui explique le comportement de Sanchez, c'est la peur de la colère, de la lutte de classe. Et ça, c'est la même chose partout ailleurs. Les masses ne veulent pas, les travailleurs et travailleuses en Europe, ils ne veulent pas une guerre, ils ne veulent pas une autre crise économique, et ils vont se révolter. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ici en Europe? C'est se préparer à ces explosions sociales qui viennent, construire ce parti pour qu'on puisse définitivement renverser ces impérialistes qui sont responsables pour toutes les guerres et toute la misère au Moyen-Orient et ici aussi. Ouais, c'était une discussion relativement courte, extrêmement dense aussi. Je pense que j'ai aussi que 5 minutes pour la conclure et du coup je ne vais pas pouvoir finir de répondre à toutes les questions qui ont été posées, mais un élément important avec ça, c'est que cette discussion aussi, elle montre que c'est encore une question qui est extrêmement importante et qu'on doit continuer à discuter, continuer à se préparer pour ça dans nos réunions de branche, partout en fait dans les trucs du... Enfin dans nos réunions du parti, tu veux que je montre ça? Oui. Oui, pardon. Et que typiquement si vous voulez plus sur la question de l'Espagne, plus sur la question des Kurdes en Iran, aussi sur la question de MAGA, je peux que conseiller aussi, on a un article qui a été publié par notre international le 5 mars sur cette question-là, ce qui s'appelle genre le Trump's Miscalculation ou quelque chose, que vous pouvez trouver sur marxisme.com pour continuer la réflexion et la discussion là-dessus. Pour finir, un dernier truc, c'est que j'ai l'impression aussi qu'avec tous ces événements qu'on voit, il y a un grand pessimiste qu'on voit dans la gauche actuelle, non? Un peu que, mais c'est la question de la droitisation, de la fascisation, c'est la guerre et tout. Et c'est, en fait, j'ai l'impression, une approche qui est unilatérale de la situation. Dans le sens que, oui, aujourd'hui, on est dans une crise profonde. Les impérialistes se font ouvertement la guerre. La classe dirigeante nous attaque chez nous avec des coupes d'austérité, avec des attaques racistes, avec des licenciements. Tout ça, on est effectivement dans une période de crise organique du capitalisme. La barbarie capitaliste, elle se montre ouvertement et elle menace d'emmener l'humanité avec elle. Mais je pense que ça, c'est qu'un aspect du processus, parce que de l'autre côté, il y a l'aspect que cette chose-là, nous, on la voit, mais tout le monde, en fait, de plus en plus, voit le système capitaliste, l'impérialisme, pour ce qu'il est. Et la question des dossiers Epstein, je pense qu'on va encore en parler dans la deuxième session, mais elle est importante parce que vraiment, cette classe dirigeante qui nous exploite, maintenant, elle a un nom, elle a un visage, elle a une adresse, et c'est clair pour tout le monde que le monde est dirigé par une minorité d'ultra-riches dont la richesse les rend intouchables. Et le fait qu'il n'y a pas de parti révolutionnaire marxiste au niveau mondial est la raison pour laquelle ça prend aussi des formes... la prise de conscience de la classe ouvrière prend des formes qui sont contradictoires, qui sont... il me manque un mot, qui sont déformées, qui sont pas complètes, parce qu'il n'y a pas une force politique qui vraiment explique ce qui se passe, pourquoi ce qui se passe vraiment. Et je pense que c'est pour ça que un point central quand on dit qu'il faut construire ce parti, c'est le point de comprendre le monde pour pouvoir le changer, c'est le point de la théorie marxiste, de comprendre avec le marxisme que la situation aujourd'hui n'est pas unilatérale, c'est une période de guerre, mais c'est aussi une période qui a un impact immense dans la tête de millions de personnes, et ce qui s'est passé à Minneapolis, ça a déjà été traité, est un premier germe de ça. Et une anecdote de Minneapolis qui, je trouve, qui est aussi extrêmement parlante dans cette discussion, c'est, j'avais lu l'histoire de deux, je sais plus si c'était des gens dans la soixantaine qui s'appelaient genre Dave et Jane, un genre typique un peu blanc américain de base, on pourrait dire, mais qui en fait avaient, je pense, même voté pour Trump, mais qui, quand ICE était arrivé à Minneapolis, avaient vu ce truc qui devenait concret pour eux et qui disait que, mais en fait, dans l'abstrait peut-être, l'idée que les immigrés criminels c'est un problème, ça... combiné au fait qu'il n'y avait pas d'autres propositions politiques, ça les convainquait d'une certaine manière un peu, mais le fait que d'un coup, c'était ton voisin
ton collègue qui se faisait attaquer, c'est des gens, mais moi, j'ai pas voté pour ça, les gens se disaient. Et ils ont participé au mouvement, ils ont fait des formations pour devenir des surveillants juridiques de ICE, et ils ont en fait participé avec des milliers d'autres personnes qui ont eu un coup sur leur conscience à ce moment-là. Et en fait, on est face à une période de révolution qui s'ouvre face à nous. Partout dans le monde, la classe ouvrière commence à se soulever. Minneapolis, les révolutions de la Gen Z dans le monde, partout dans le monde, la grève générale politique pour la Palestine en Italie, bloquons tout en France, tout ça, on voit qu'il y a ce mouvement de la classe ouvrière qui ne se passe pas juste dans des pays dominés par l'impérialisme, mais qui arrive aussi dans les centres impérialistes, et ça souligne l'importance de notre rôle à nous, ici aussi, marxistes, communistes, en Occident, de fait de renverser l'impérialisme dans son centre, là où il est dans son centre le plus puissant, et c'est en construisant les forces du Parti mondial de la Révolution, avec toutes nos forces ici aussi, à Genève et en Suisse, qu'on peut faire ça. Et la contribution que nous, on veut donner en tant que PCR à cette lutte-là, c'est d'atteindre le plus vite possible, si on veut, avoir 100 communistes organisés à Genève pour qu'on puisse devenir un premier point de ralliement pour la jeunesse la plus avancée. Et cette école, en fait, c'est un premier pas que je vous invite à faire aussi le suivant avec nous.